Lors de ce qui aurait dû être un trajet en bus de routine, les moqueries cruelles d'un père envers sa propre fille se sont intensifiées à chaque arrêt, son souffle chargé d'alcool répandant des insultes amères sur son handicap tandis que les autres passagers évitaient la confrontation en détournant le regard. Ils n'ont pas remarqué le Nevis assis derrière eux, prêt à passer à l'action. L'air mort de la salle de thérapie de l'hôpital était suspendu au visage de ceux qui étaient rassemblés à l'intérieur. Emily Larson, 14 ans, était assise tranquillement à côté de son père, Jane, alors qu'ils terminaient leur séance avec le docteur Catherine, la physiothérapeute, et le docteur Simon. L'avant-bras gauche d'Emily, manquant à la naissance en raison du syndrome de la bande amniotique, reposait sur ses genoux, un rappel constant des défis auxquels elle était confrontée quotidiennement. James s'éclaircit la gorge, sa voix teintée d'un mélange d'épuisement et de frustration. « Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Nous venons ici depuis des années maintenant. » Le docteur Catherine échangea un regard avec le docteur Simon avant de répondre. « Monsieur Larson, je comprends votre inquiétude, mais nous ne pouvons pas vous donner un calendrier précis. Les progrès d'Emily sont continus et ses besoins évoluent à mesure qu'elle grandit, mais elle fait des progrès, n'est-ce pas ?» James pressa ses doigts en tambourinant nerveusement sur l'accoudoir de sa chaise. Le docteur Catherine hocha la tête, sa voix prenant un ton absolument encourageant. Les capacités motrices fines d'Emily ont montré une amélioration remarquable. La semaine dernière, elle a réussi à nouer ses lacets d'une main, une technique que nous avons pratiquée. Le visage d'Emily s'illumina légèrement à l'éloge, mais l'expression de son père resta tendue. Le docteur Simon se pencha en avant, les mains jointes. Il est essentiel de comprendre que sans thérapie appropriée, le corps d'Emily développerait des mouvements compensatoires qui pourraient entraîner une tension sur ses épaules, sa colonne vertébrale et d'autres articulations. La thérapie que nous faisons actuellement ne concerne pas seulement les améliorations immédiates, mais aussi la santé et la fonctionnalité à long terme. James hocha lentement la tête, bien que ses sourcils froncés trahissent ses doutes persistants. Le docteur Simon continua sur un ton prudent mais optimiste. Il y a aussi la possibilité de prothèse. Le travail que nous faisons maintenant profiterait grandement à Emily si nous décidons de poursuivre cette voie à l'avenir. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent à la mention de prothèse, un mélange d'espoir et d'incertitude traversa son visage. Une prothèse. Le bras pourrait aider à l'équilibre et à la mobilité. Le docteur Simon expliqua que, bien sûr, s'y adapter nécessiterait des séances de thérapie supplémentaires. Nous devrons développer la force et la coordination du membre résiduel d'Emily ainsi que travailler sur l'équilibre général, car la prothèse modifierait sa posture et ses mouvements naturels. Le visage de James pâlit légèrement. Combien coûterait quelque chose comme ça ? Le docteur Simon hésita avant de répondre. La prothèse elle-même coûterait environ $10 000 et ce n'est généralement pas entièrement couvert par l'assurance. Il y aurait des coûts supplémentaires pour les ajustements et les montages futurs à mesure qu'Emily grandit. La couleur se vida du visage de James, bien qu'il ait lutté pour garder son calme. Emily remarqua la détresse de son père, et ses épaules s'affaissèrent, sentant le poids familier d'être un fardeau s'abattre sur elle alors qu'il se préparait à partir. Le docteur Catherine lui offrit quelques derniers mots d'encouragement, considérer cette thérapie comme un investissement, au fur et à mesure que les capacités motrices fines et globales d'Emily se développent. Et surtout, si elle obtient une prothèse à l'avenir, elle pourra effectuer des activités comme cuisiner, écrire ou même faire du sport. Il s'agit de lui donner les outils pour une vie plus épanouissante et réduisant sa dépendance envers les autres pour les tâches de base. James hocha la tête avec raideur, marmonnant un rapide « merci » en faisant sortir Emily de la pièce. Sa politesse forcée masquait à peine la frustration qui couvait sous la surface. Emily resta silencieuse, anticipant déjà le changement d'humeur de son père qui ne manquerait pas de se produire. Alors qu'il marchait dans le couloir stérile de l'hôpital, Emily ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. La possibilité d'un bras prothétique la remplissait d'un espoir prudent, mais la réalité de leur situation financière et la réaction de son père pesaient lourdement sur ses jeunes épaules. Elle jeta un coup d'œil à James, remarquant la mâchoire serrée et les rides d'inquiétude profondément gravées autour de ses yeux. La culpabilité familière d'être la cause de son stress la brûlait de l'intérieur, les lumières fluorescentes crues de l'hôpital cédèrent la place à la lueur naturelle de l'après-midi. Le soleil brillait tandis qu'Emily et James se dirigeaient vers le bureau du caissier.
L'odeur stérile du désinfectant persistait dans l'air, un rappel constant de l'endroit où il se trouvait. Émilie observait attentivement le visage de son père, notant la tension autour de ses yeux et le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du caissier. Il tendit la main vers son portefeuille, et James sortit à contre-séure sa carte, le plastique semblant peser une tonne dans sa main. Il regarda le montant affiché sur l'écran en secouant légèrement la tête, comme s'il était incrédule. La caissière, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, sourit poliment, inconsciente de la tempête qui se préparait à l'intérieur de James. « Cela fera $150 pour la séance d'aujourd'hui, Monsieur Larson, dit-elle, sa voix portant la bonne humeur pratique de quelqu'un qui avait annoncé cette nouvelle d'innombrables fois avant. James hocha la tête avec raideur en insérant sa carte dans la machine pendant qu'il attendait que la transaction soit traitée. Ses yeux parcoururent la pièce, observant les autres patients et leurs familles. Certains semblaient inquiets, d'autres soulagés, mais tous semblaient porter le poids des problèmes médicaux sur leurs épaules. La machine émit un bip signalant la fin du paiement. James empocha rapidement sa carte et son reçu en marmonnant un « merci », à peine audible au caissier. Émilie pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire se serrait et se desserrait alors qu'il s'éloignait du bureau. Alors qu'il sortait des portes de l'hôpital, l'air chaud les frappait comme un mur. Émilie cligna des yeux pour s'adapter à la luminosité après l'intérieur plus sombre de l'hôpital. Elle regarda son père fouiller dans sa veste pour en sortir ce qui semblait être une simple bouteille d'eau, mais Émilie savait mieux que ça. James dévissa le bouchon, ses mouvements étaient rapides et il jeta un coup d'œil furtif autour de lui avant de prendre plusieurs longues gorgées de la bouteille. Émilie reconnut la grimace familière qui traversa son visage, pas le regard rafraîchi de quelqu'un qui boit de l'eau, mais l'expression douloureuse de quelqu'un qui avale de la vodka. L'effet fut presque immédiat alors qu'il commençait à marcher vers la gare routière. Émilie remarqua un léger balancement dans la démarche de son père, son visage, qui avait été tendu et attiré à l'intérieur de l'hôpital, avait maintenant pris une expression plus lâche et plus volatile. Inutile. Marmonna James dans sa barbe. Ces mots étaient légèrement pâteux. Tout ça, inutile. Émilie garda les yeux fixés sur le trottoir devant elle, faisant semblant de ne pas entendre. Elle avait appris il y a longtemps qu'engager la conversation avec son père quand il était comme ça n'avait fait qu'empirer les choses. « Tu sais combien d'argent nous avons dépensé pour ça ?» La voix de James était devenue plus forte, attirant des regards gênés de la part des passants. « Des années de thérapie, et pour quoi faire ? Pour que tu puisses lasser tes chaussures. » Émilie sentit ses joues brûler de honte. Elle voulait lui rappeler tous les progrès qu'elle avait faits, de la facilité avec laquelle les tâches quotidiennes étaient devenues, mais elle savait que cela ne ferait aucune différence, pas quand il était comme ça. « Je n'ai pas trouvé de travail depuis des mois, » continua James, ses mots devenant de plus en plus amers à chaque pas, « nos économies disparaissent et tout ça va à ceci. » Il agita vaguement sa main en direction de l'hôpital. Un jeune couple qui marchait accéléra le pas en jetant des regards inquiets dans leur direction. Émilie souhaita pouvoir disparaître, se fondre dans le trottoir et s'éloigner de la tirade de plus en plus forte de son « le bébé roulait ». James gloussa amèrement, un ricanement qui couvrit le rire d'Edge. « Ma fille était mignonne et parfaite quand elle était si petite, » dit-il en faisant un geste vague vers Émilie. « Maintenant, elle est adolescente, eh bien, les choses changent. » La femme hocha poliment la tête sans s'engager davantage. Elle s'occupa d'ajuster la couverture de son bébé, évitant délibérément le regard de James. « Je parie que tu aimeras ce bébé même quand elle grandira, » continua James, sa voix devenant plus forte. « Ouais, j'adorerais la mienne aussi si elle était parfaite comme la tienne. » Émilie s'enfonça plus profondément dans son siège, souhaitant pouvoir disparaître. Elle pouvait sentir les regards de la femme et du passager à gauche sur elle, un mélange de pitié et d'inconfort évident dans leurs yeux. Elle observait la scène, la mâchoire serrée. Il voulait intervenir, dire quelque chose pour désamorcer la situation, mais il savait que toute action de sa part risquait d'aggraver les choses. Au lieu de cela, il gardait un œil vigilant sur Émilie, prêt à intervenir si le comportement de James devenait vraiment dangereux. Le bus poursuivit son trajet, la tension palpable à l'intérieur. Émilie regardait dehors, observant les rues familières défiler à chaque tournant, les rapprochant de la maison.
Elle se retrouva à redouter leur arrivée, sachant qu'une fois derrière des portes closes, l'humeur de son père allait probablement empirer. Alors que le bus grondait, Emily capta le regard de Luton dans le reflet de la fenêtre. Il lui fit un petit signe de tête rassurant, et pendant un moment, elle sentit une lueur d'espoir. Quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un se souciait. Mais alors que les murmures de James devenaient de plus en plus forts, cette lueur s'éteignit rapidement, remplacée par le poids familier de la résignation. Le voyage semblait interminable, chaque minute semblait durer 1 heure. Emily ferma les yeux en silence, souhaitant que le bus aille plus vite pour mettre fin à cette épreuve. Mais au fond d'elle, elle savait que même une fois arrivée, ses problèmes étaient loin d'être terminés. Le véritable défi commencerait une fois à la maison, loin des regards vigilants des étrangers, là où la colère de James pouvait vraiment se déchaîner. Le bus voyageait dans un silence relatif depuis un certain temps. La tension de tout à l'heure semblait s'être dissipée. James était tombé dans un silence maussade, prenant de temps en temps des gorgées de sa bouteille cachée, tout en regardant par la fenêtre. Emily était assise, raide, à côté de lui, les yeux fixés sur le paysage qui défilait, souhaitant désespérément que le voyage se termine soudainement, sans avertissement. Le chauffeur du bus freina brusquement, le véhicule fit un bond en avant, les pneus crissant contre l'asphalte alors qu'il s'arrêtait à la station suivante. Un arrêt inattendu fit sursauter les passagers. Emily fut prise au dépourvu et eut du mal à garder son équilibre en raison de son membre manquant. Elle fut projetée en avant dans une tentative désespérée de se stabiliser. Elle heurta par inadvertance James. La collision fit glisser sa bouteille de bière de ses mains, son contenu débordant sur le siège, le sol et ses genoux. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Le seul bruit était le doux écoulement de la bière sur le sol et le souffle collectif retenu des passagers. Le cœur d'Emily s'emballa alors qu'elle regardait les taches sombres se répandre sur le pantalon de son père, sachant ce qui allait arriver. Le visage de James se tordit de rage, ses yeux se plissèrent alors qu'il se tourna pour faire face à sa fille. Le silence qui était tombé sur le bus était électrique de tension. Tout le monde attendait de voir comment la situation allait se dérouler. « Toi, fille maladroite et inutile », James rugit, sa voix remplissant l'espace confiné du bus. « Tu ne peux rien faire correctement. Toutes ces années de thérapie et tu n'arrives toujours pas à garder l'équilibre. » Emily se recroquevilla sur son siège en tressaillant aux mots durs de son père, mais quelque chose en elle déplaça un barrage de sentiments refoulés, se brisant. Elle libéra sa voix tremblante mais résolue, coupant à travers la tension. « Et s'il te plaît, papa, dit-elle, son ton s'élevant à chaque mot, si la thérapie te fait juste me détester encore plus, ne me prends plus, je n'irai pas si cela signifie cela, si cela te fait aimer. » Son appel resta suspendu dans l'air, choquant tout le monde, y compris James. Son expression passa de la surprise à quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, bien qu'elle disparut rapidement, remplacée par un regard noir qui envoya un frisson à Emily. « Comment oses-tu » beugla-t-il, sa main soulevant légèrement pour frapper. Avant qu'il ne puisse agir davantage, les cris du bébé augmentèrent. Les pleurs perçaient l'atmosphère chargée. Le son sembla arrêter James au milieu de son mouvement. Sa main retomba à ses côtés. La jeune mère avec la poussette, son visage pâle d'alarme, se leva brusquement, sa voix tremblante alors qu'elle appelait le chauffeur. « Chauffeur, s'il vous plaît, j'ai besoin de descendre. Je ne me sens pas en sécurité. » Le chauffeur répondit d'un ton las mais ferme sans se retourner. « Madame, c'est un bus, pas un taxi. Je ne peux pas m'arrêter n'importe où. Vous devrez attendre le prochain arrêt. » Les pleurs du bébé s'intensifièrent, se remplissant de plus en plus l'espace confiné du bus. James fronça les sourcils, claquant sa main contre le cadre de la fenêtre. « Ce maudit bébé !» il cria, sa voix coupant à travers le bruit. Le chauffeur soupira, serrant plus fort le volant. « D'accord, d'accord » marmonna-t-il, et arrêta le bus sur le trottoir. Les freins sifflèrent fort. « Descendez si vous en avez besoin. » Alors que les portes du bus s'ouvraient et que la femme sortait précipitamment avec son bébé, elle croisa le regard d'Emily. À ce bref instant, un monde de compréhension tacite passa entre elles. Le visage de la femme était un mélange de sympathie et de regret,
désolée pour ce dont elle avait été témoin, qu'elle ne pouvait pas faire plus pour aider mais qu'elle devait finalement donner la priorité à la sécurité de son propre enfant. Emily la regarda partir en souhaitant pouvoir s'échapper tout aussi facilement. La tension accumulée tout au long du trajet éclata lorsque la porte du bus se ferma derrière eux avec un lourd bruit. James se retourna vers Emily, son visage une tempête de colère et de frustration. « Tu as du culot de me parler comme ça » cracha-t-il. Elle pouvait voir les muscles de sa mâchoire travailler, ses poings se serrant et se desserrant à ses côtés. James leva la main, prêt à frapper Emily. La bouteille de bière était toujours serrée dans son autre main, brillait de manière menaçante sous l'éclairage fluorescent du bus. Emily ferma instinctivement les yeux, se préparant à ce qu'elle savait qui allait arriver. Soudain, une main forte attrapa le bras de James au milieu de son mouvement. Andrew s'était déplacé avec l'efficacité rapide de sa formation militaire, traversant la distance qui les séparait en quelques secondes. Sa prise était ferme, sa position autoritaire alors qu'il s'adressait à James. « C'est suffisant », dit Andrew d'une voix basse mais autoritaire. « J'ai vu et entendu plus qu'assez pour savoir que tu ne te soucies pas de ta fille. » Andrew continua, calme et ferme, « J'appelle la police si tu ne lâches pas cette bouteille. » Le visage de James se tordit de rage alors qu'il se débattait contre la prise d'Andrew. « Lâche-moi, espèce de » gronda-t-il. « C'est une affaire de famille, tu n'as pas le droit d'interférer. » La prise d'Andrew resta ferme. Quand il s'agit de la sécurité d'un enfant, chacun a le droit d'intervenir, répondit-il calmement. Le chauffeur du bus, qui avait observé la scène à travers son rétroviseur, cria « Dois-je arrêter le bus ?» Continue de conduire, répondit Andrew, les yeux ne quittant pas James. Nous nous en occuperons. Les luttes de James devinrent plus frénétiques, ses mots se mélangeant alors qu'il criait « Tu ne peux pas m'empêcher de discipliner ma propre fille. Elle est inutile. Tu ne vois pas tout cet argent gaspillé en thérapie, et pourquoi ?» Emily, qui avait été figée dans le choc, retrouva finalement sa voix. « Papa, s'il te plaît, » supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Arrête, s'il te plaît. » Mais James était au-delà de la raison. Il se précipita en avant en essayant de se libérer de l'emprise d'Andrew. « Je vais te faire arrêter pour agression » cria-t-il. « Il t'a menacé. Je pense que l'uniforme te donne le droit de maltraiter les civils. » Andrew resta calme face à la violence de James. « Monsieur, je ne vous maltraite pas. Maintenant, asseyez-vous et calmez-vous avant que cette situation ne s'aggrave. » Alors que les hommes continuaient leur échange houleux, l'esprit d'Emily repensa aux paroles précédentes de son père sur les enfants parfaits. Cela résonna dans sa tête. Elle repensa à ses premiers souvenirs, essayant de déterminer quand l'amour de son père s'était transformé en ressentiment. Avait-il toujours ressenti cela? Y avait-il eu un moment avant l'alcool où il l'avait vraiment aimé? Ses handicaps et tout ce dont elle se souvenait, les moments de tendresse de sa petite enfance, son père lui apprenant à nouer ses lacets d'une seule main, son sourire fier quand elle apprit à écrire. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, à un autre homme que celui qui se tenait devant elle maintenant. La rage et l'alcool l'avaient transformée en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Le conducteur était clairement mal à l'aise avec la situation. Il haussait les épaules. « Ne m'entraînez pas là-dedans. Je ne suis qu'un chauffeur et j'ai un horaire à respecter. Je faisais attention à la route, donc je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune violence. J'ai vu seulement 2 hommes se disputer avec les officiers, puis leur attention se tourna vers Emily, qui était restée silencieuse tout au long de l'échange. « Mademoiselle, vous allez bien? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Emily sentit tous les regards sur elle, le poids du moment s'abattant sur ses épaules. Elle jeta un coup d'œil à son père, voyant le mélange de menaces et de supplications dans ses yeux, puis elle regarda Andrew, se souvenant de sa gentillesse et de son intervention à ce moment-là, déchirée entre la peur et un espoir désespéré de changement. Emily prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « C'était juste un malentendu », dit-elle d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Le lieutenant pensait qu'il aidait, mais mon père ne me ferait jamais de mal. James saisit l'occasion pour entraîner Emily dans une démonstration d'affection exagérée. « Voyez, les officiers, ma fille ne mentirait pas, regardez simplement son bras. Il n'y a aucune chance que je la frappe.
Je l'ai toujours aimée, ma douce petite, c'est une personne si gentille, même à son âge. Andrew, l'incrédulité évidente sur le visage, essaya une dernière fois d'intervenir auprès des officiers. Cet homme est clairement ivre, vous pouvez sûrement le dire juste à l'odeur de son haleine. Lorsque James commença à protester, Emily ajouta rapidement. Oui, mon père a bu quelques bières, mais il ne m'a pas fait de mal. Les officiers échangèrent des regards, clairement frustrés par les récits contradictoires et le manque de preuves claires. Finalement, l'un d'eux parla. Monsieur, je crains qu'avec l'absence de preuves ou de témoignages clairs, nous ne puissions pas faire grand-chose ici. Faire de faux rapports est une infraction grave. Le chauffeur de bus, impatient de reprendre son itinéraire, appela les officiers. Tout est fait ici, je dois y aller et attraper mon horaire. L'officier principal hocha la tête. Oui, vous pouvez continuer votre itinéraire. Puis il se tourna vers James et Emily. Je vous suggère à tous les deux de trouver un autre moyen de transport pour rentrer chez vous. Tandis que James conduisait triomphalement Emily hors du bus, il n'eût pas pu résister à une dernière provocation. C'est ce qu'on obtient quand on se mêle des affaires des autres, cria-t-il à Andrew. Les portes du bus se fermèrent, laissant Andrew debout, regardant impuissant Emily et James s'éloigner. La dernière chose qu'il vit avant que le bus ne démarre était Emily. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de peur et de regret, tandis qu'elle murmurait un « je suis désolé » silencieux, alors que le bus se fondait dans la circulation. Andrew se déplaça vers l'arrière, son esprit s'emballant d'inquiétude pour Emily et de frustration face à son incapacité à aider. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement laisser les choses comme elles étaient, mais que pouvait-il faire ? Le souvenir des excuses désespérées d'Emily le hantait, lui rappelant son propre passé douloureux. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'aider, quel qu'en soit le prix. Le bus gronda dans la rue, laissant derrière lui la scène de la confrontation. Andrew était assis à l'arrière, son esprit un tourbillon de pensées contradictoires. Des émotions de déception mariées à la compréhension le traversaient alors qu'il rejouait les mensonges d'Emily dans sa tête. Il connaissait trop bien les raisons pour lesquelles un enfant pourrait protéger un parent violent, peur, loyauté déplacée, et l'espoir désespéré que les choses pourraient changer. À travers la fenêtre, il aperçut une dernière fois James et Emily. James riait, sa voix portant même au-dessus du bruit du moteur, alors qu'il criait une dernière provocation au bus qui partait. Sa prise sur le bras d'Emily semblait douloureusement serrée, alors qu'il la dirigeait brutalement sur le trottoir. Le chauffeur du bus cria. « Les mec de la marine, tu vas avancer ? Pourquoi ne peux-tu pas ruminer là-bas toute la journée ? Tu as vu ce qui s'est passé dans le bus. Pourquoi n'as-tu pas parlé ? » Andrew se dirigea vers un siège plus près de l'avant du bus et demanda au chauffeur. « Eh bien, j'ai appris à m'occuper de mes affaires. J'ai vu ça, mec, il n'y a pas de victoire contre quelqu'un comme lui, surtout pour quelqu'un dans une situation comme la mienne. Je ne suis qu'un chauffeur de bus, tu sais. » Tandis que les rues familières du quartier défilaient, Andrew se retrouva enfermé dans une lutte interne. La partie rationnelle de son esprit lui disait de le laisser aller. Il avait fait ce qu'il pouvait et intervenir davantage ne pouvait que mener à des ennuis. Mais une autre partie de lui, celle qui portait encore les cicatrices de sa propre enfance, criait qu'il ne pouvait pas abandonner Emily à son destin. Les souvenirs de son propre passé, le bruit des portes qui claquaient, l'odeur d'alcool dans l'haleine de sa mère, le sentiment d'impuissance alors qu'il essayait de protéger sa petite sœur, le frappèrent. Il se souvenait des voisins qui avaient fermé les yeux, des professeurs qui avaient accepté des excuses fragiles pour des bleus et des absences. Il se souvenait de son souhait désespéré que quelqu'un intervienne et aide. Le bus arriva à l'arrêt suivant et Andrew réalisa avec un sursaut qu'ils avaient atteint sa destination. Le centre communautaire se profilait devant lui, un rappel de l'événement auquel il était censé assister. Il avait des responsabilités, des engagements. Il ne pouvait pas juste, mais même en y réfléchissant, il savait qu'il avait déjà pris sa décision. « Conducteur, je descends au prochain arrêt », dit fermement Andrew. « Et je prouverai qu'un bon combat peut être gagné. » Le chauffeur s'arrêta à l'arrêt suivant et la porte s'ouvrit. « Prenez soin de vous et bonne chance », dit-il en descendant du bus. L'esprit d'Andrew était déjà en train de courir pour formuler un plan. Il connaissait la direction générale que James et Emily avaient prise.
S'il agissait rapidement, il pourrait peut-être trouver leur maison. C'était peu probable, mais il devait essayer. Andrew partit à un rythme soutenu en retraçant l'itinéraire du bus à pied. Le quartier était calme, des rangées de maisons similaires bordaient les rues. Il se déplaçait avec précaution, conscient que son uniforme le rendait très visible. La dernière chose qu'il voulait était d'alerter James de sa présence avant de pouvoir évaluer la situation. Alors qu'il marchait, Andrew luttait avec les conséquences potentielles de ses actes. Il pourrait perdre son emploi, avoir des ennuis judiciaires ou pire. Mais chaque fois que le doute s'installait, il pensait au visage d'Emily, à la peur dans ses yeux, à l'appel silencieux à l'aide que ses mots avaient nié. Après environ 10 minutes de recherche, Andrew se retrouva dans ce qu'il croyait être la bonne zone. Mais toutes les maisons semblaient si similaires. Comment pouvait-il soudainement percer le silence? L'air de l'après-midi. Le sang d'Andrew se glaça lorsqu'il reconnut la voix d'Emily. Sans hésiter, il sprinta vers le son cœur battant dans sa poitrine. Il se retrouva devant une modeste maison à 2 étages, dont la peinture s'écaillait et la pelouse était envahie par la végétation. Les cris s'étaient arrêtés, mais maintenant il entendait le bruit d'un verre brisé provenant d'une fenêtre à l'étage. Andrew s'approcha de la porte d'entrée, la main levée pour frapper, mais avant qu'il ne puisse entrer en contact, un autre bruit provenant de l'étage le fit s'arrêter. Il fit le tour de l'arrière-cour où il vit des cadres être jetés par une fenêtre du 2e étage, se brisant sur le sol en contrebas. À ce moment-là, Andrew savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il sortit son téléphone et composa le 911. Sa voix était stable alors qu'il signalait les troubles domestiques dans la maison de James. Il ne pouvait pas attendre qu'un autre incident se produise. Pour Emily et pour tous les autres enfants qui avaient souffert dans l'ombre. L'esprit d'Emily était rempli de questions et de craintes sur ce qui l'attendait, comme si elle ressentait son malaise. Andrew commença à parler d'une voix calme et rassurante. « Je sais que c'est effrayant, Emily, dit-il, mais je veux que tu saches que tu n'es pas seule dans cette situation. Rappelle-toi ce que j'ai dit à propos de l'aide pour ta thérapie et peut-être de l'installation d'une prothèse. » Emily hocha la tête, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. « Les biens, je pensais chaque mot, » continua Andrew. « J'ai déjà contacté certaines personnes. Il y a un organisme de bienfaisance qui travaille avec les familles de militaires et les enfants handicapés. Je pense qu'ils seraient intéressés d'entendre ton histoire et pourraient être en mesure de t'aider à couvrir les frais de ta thérapie en cours. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Mais pourquoi voudrait-il m'aider » demanda-t-elle. Andrew n'est pas issu d'une famille militaire, mais il sourit doucement. « Parce que ton histoire est importante, Emily, et parce que tout le monde mérite une chance d'atteindre son plein potentiel, quelles que soient les circonstances. » Alors qu'il conduisait, Andrew décrivit davantage ses plans. Il parla à Emily du médecin militaire qu'il connaissait, un spécialiste en prothèses pédiatriques qui était prêt à consulter sur son cas. Il lui expliqua aussi les groupes de soutien pour les enfants d'alcooliques et les services de conseil qui pourraient l'aider à surmonter le traumatisme qu'elle avait vécu.